Wesh YouTube, ça date. Bon, la maladie est encore un petit peu présente. J'ai retrouvé ma voix, pas complètement, certes, mais suffisamment pour rattraper mon retard sur mes dernières lectures en fait, parce que du coup, de ne pas avoir filmé pendant 3 semaines, j'ai accumulé un petit peu de retard quant à mes revues. Enfin bon, I'm back et sans plus tarder, on va commencer. Aujourd'hui, je vais te parler du troisième et dernier tome de Steam Sailors qui s'appelle Le Passeur d'âme. Ensuite, on parlera du premier tome de RIP qui est une BD de Piranès que j'ai lu en lecture commune avec Cécilia, de The Nice House on the Lake, la deuxième partie, du Serpent d'étoiles de Giono et pour finir de Génie la folle de Inès Cagnati. C'est pas grave, de toute façon, on commence tout de suite. J'ai donc fini la saga Steam Sailors, qui est toujours écrite par E.S. Green. Je ne sais plus où c'est édité. Moi, je les ai écoutés en livre audio sur Nextory et je l'ai écouté lu par Adélaïde Poulard, qui a fait un très bon travail. C'était hyper agréable. On va passer assez rapidement sur cette fin de saga parce que je t'ai déjà parlé à plusieurs reprises ici de Steam Sailors. Cette jeune fille qui se retrouve embarquée sur un navire de pirates qui possèdent certains dons et qui partent finalement tous ensemble à la recherche de secrets qui semblent disparus. De toute façon, Steam Sailor, je t'en ai beaucoup parlé ici. On va pas revenir en détail. J'ai clôturé la saga et c'était une très bonne saga. Le tome 3 est absolument à la hauteur du reste, ce qui n'est pas toujours évident, d'autant plus sur les fins de saga, on peut vite être déçu. Là, ça n'a absolument pas été le cas. Tout est très constant en fait dans Steam Sailors et le plaisir de lecture qui en ressort l'est tout autant. Est-ce que c'est extraordinaire? Non. Est-ce que ça fonctionne parfaitement? Oui. C'est bien fait, c'est bien pensé, c'est pas trop. L'univers est juste complexe ce qu'il faut sans, je sais pas moi, tu vois, partir dans du too much pour aucune raison. Là, ça fonctionne très bien. De toute façon, je vais le dire tout le long, mais tu le sais, Steam Sailor, ça a été pour moi une très très belle découverte. Ça a été extrêmement plaisant, encore une fois. Les personnages, qu'est-ce qu'ils sont attachants, qu'est-ce qu'ils sont bien écrits. C'est rafraîchissant, c'est à la fois un petit peu palpitant, même si très honnêtement, il y a des choses que j'ai vues venir, ça n'a en rien entaché. Encore une fois, mon plaisir de lecture, c'est très attendrissant en fait. C'est une très très bonne fin de saga. Steam Sailor, c'est un gros oui pour moi. Ensuite, changement d'ambiance de ouf, puisque j'ai lu le premier tome de RIP, qui est une BD éditée chez Petit à Petit, qui est écrit par Getz et Monnier. Et le premier tome s'appelle Derrick, je ne survivrai pas à la mort. Le résumé, le très petit résumé nous dit: tu veux savoir ce que je fous de mes journées? Attends un peu que je te raconte. Ça vaut pas un cachou ma vie, mais je suis prêt à parier que tu tiendras pas jusqu'au bout. Et glauque, c'est absolument le bon mot. Dans ce premier tome, du coup, on suit Derrick, tout naturellement, qui travaille dans une société. Alors, comment t'expliquer? Ils vont dans les lieux où sont décédés des gens depuis un moment, mais dont le décès n'a pas été signalé, ni par la famille, ni par des proches. Et bref, on se rend compte qu'ils sont décédés, soit parce que dans l'immeuble ça pue, enfin peu importe, tu vois. Et eux, en fait, leur société, ils vont dans ces lieux pour récupérer les objets de valeur qu'ils peuvent potentiellement trouver. Ils sont donc face à des cadavres, des corps en décomposition. Ils sont obligés de chercher parfois à même les corps pour essayer de retrouver des bagues, des bijoux, peu importe. J'ai pas envie de t'en dire trop parce que je pense qu'il faut pas en savoir trop. Alors il faut pas en savoir trop, il faut quand même savoir que c'est cru, c'est violent, c'est glauque, c'est dérangeant. Il y a un humour noir, mais alors noir. Hein. Ça m'a mis vraiment très mal à l'aise. Un malaise que j'ai pas apprécié sur le coup. Il est question de racisme, de viol, évidemment de mort. Hein. C'est le titre. C'est très perturbant comme lecture. Et pourtant, je l'ai lu d'une traite. Je n'arrivais pas à le lâcher. Et arrivé à la fin, j'étais très partagée entre qu'est-ce que je viens de lire. C'était atroce et je suis bien curieuse de lire la suite, quoi. Si j'ai bien compris, les tomes suivants s'articulent autour de la même histoire, mais de points de vue différents en fonction des personnages. Et je ne sais honnêtement pas trop quoi en penser. Je te dis, je suis très partagée entre what the fuck, c'est peut-être un poil glauque pour moi, et en même temps, qu'est-ce que c'est addictif et qu'est-ce que j'ai envie de savoir la suite. Enfin, du moins pas la suite, mais les parallèles entre les différentes visions. Donc voilà, c'est un avis un peu bizarre sur cette proposition-là, mais
Mais du moins, je n'ai jamais lu quelque chose comme ça. Et c'est aussi intéressant parfois de sortir un peu de ses zones de confort. Là, pour le coup, je suis sortie de ma zone de confort. Mais je tenais quand même à t'en parler parce que je pense que ça peut plaire à un certain public, quoi. Ensuite, j'ai lu, du moins nous avons lu, Piranèse, donc avec Cecilia de la chaîne Jurassic Jones. Piranèse, c'est donc un texte qui est écrit par Susanna Clark, que moi j'ai ici au livre de poche. J'ai attendu qu'il sorte en poche. Tu connais les poches. Et il est traduit par Isabelle D. Philippe. Piranèse, c'est un texte qui me donnait envie depuis très longtemps. On a clairement des symboles qui font penser à la mythologie. Et je pense que j'en attendais beaucoup sans en attendre non plus trop parce que je ne savais pas du tout à quoi m'attendre. Ça a été une bonne lecture dans l'ensemble. Ça n'est pas du tout un coup de cœur parce qu'il m'a manqué certaines choses. Je trouve qu'il y a des choses qui sont très bien amenées. Il y a une grande intelligence dans la construction ici de la narration. Pour autant, il m'a manqué quelque chose. Bref, je vais t'expliquer. Je pense que de toute façon, Cecilia et moi, on a eu un peu la même expérience de lecture. Et si tu veux voir son avis, d'ailleurs, n'hésite pas, je te mets sa vidéo en barre d'infos dans laquelle elle parle justement de Piranèse. Dans ce texte, on fait donc la rencontre de Piranèse. Oui, voilà, encore une fois, je vais répéter le mot tout le long, c'est pas grave. Qui vit dans une espèce de château-monde sur lequel on ne sait pas grand-chose. C'est un bâtiment immense composé de successions de pièces dans lequel se trouve même un océan avec ses marées. Il y a aussi des statues, des ossements, des oiseaux. Et Piranèse évolue au milieu de ces pièces comme ça, dans une routine très singulière et à la fois très bien organisée. Piranèse est seul dans ce château si ce n'est une personne qu'il appelle l'autre, qu'il rejoint une fois par semaine, il me semble, si je dis pas de bêtises, afin de faire un point sur la situation, sur leur situation réciproque, etc. Piranèse, il continue sa petite vie, tranquille, dans son environnement qui est le monde entier pour lui. Il n'existe rien au-delà des frontières de ce château, dans la tête de Piranèse. Et un jour, en découvrant certains éléments perturbants, Piranèse en vient à la conclusion qu'en fait, ils ne sont peut-être pas que deux. Voilà un petit peu pour les bases de l'histoire. Alors, Piranèse, comme je t'ai dit, c'est un texte qui a de grands points positifs à mon sens. C'est très original. Ça, clairement, on ne peut pas le lui enlever. C'est très intriguant dans son originalité parce qu'on a envie de comprendre qu'est-ce qui lie Piranèse à cet endroit, qu'est-ce qui se passe tout simplement, qu'est-ce qu'il y a hors de ce château-monde, pourquoi Piranèse est là, est-ce qu'on est dans le conte, est-ce qu'on est dans le mythe, où est-ce qu'on se situe en fait, nous, lecteurs, où est-ce que Piranèse se situe et c'est très onirique, il y a un côté très enchanteur, quelque chose... Oui, on a l'impression de lire un mythe et ça fonctionne extrêmement bien. Les descriptions sont extrêmement visuelles, ça nous permet de vraiment contempler l'endroit comme Piranèse le fait. Et oui, je te dis, c'est vraiment comme si on lisait un mythe dans lequel viendrait se glisser d'un coup une intrigue. Et malheureusement, plus on s'approche de la fin, plus pour moi ça s'effiloche un petit peu. On s'éloigne un peu de la magie en fait du début. Le dernier quart, on va dire, ça s'accélère vachement. J'ai pas tout compris en fait d'un coup. J'ai trouvé qu'il y avait un peu un côté où bon bah on met ça là et je comprenais pas. Moi j'étais un peu perdue personnellement dans ce qui était en train de se passer. J'ai trouvé ça, j'ai pas envie de dire bâclé parce que pour qui je me prends, mais un petit peu. Et c'est dommage parce qu'en fait, ça m'a détachée du roman, vraiment dans cette dernière partie. Mais mis à part ça, je comprends que cette lecture ait plu à autant de gens. C'est encore une fois très original et ça fonctionne. Ma perception et ma déception, elle n'est propre qu'aux attentes que moi j'y ai mises. Donc je pense que pour plein de gens, c'est absolument normal que ça fonctionne. C'est quand même une très chouette découverte. Je suis contente de l'avoir lu. Je suis juste un peu déçue de la conclusion en fait de tout ça, quoi. Ensuite, j'ai lu le tome 2 de The Nice House on the Lake de James Tynion IV et Alvaro Martinez Bueno. Et il me semble que la coloriste, c'est Jordi Belair. Pareil, The Nice House on the Lake, du moins la première partie, je t'en ai parlé assez récemment. C'est l'histoire de toutes ces personnes qui se voient invitées pour passer une partie de leurs vacances d'été dans une maison absolument somptueuse, une villa un peu paumée au milieu de nulle part, vue sur le lac, dans la forêt, invitée par un ami en commun en fait. Ils se retrouvent tous dans cette maison, enfin du moins ceux qui acceptent d'y aller. Et pendant leur séjour, enfin très rapidement, dans les premières heures même, il me semble, ils se rendent compte qu'en fait, partout ailleurs, c'est la fin du monde, que les gens meurent tous
dans d'atroces conditions. Eux pourtant sont épargnés et ils vont tenter de comprendre pourquoi. Je t'ai dit, j'avais déjà absolument adoré cette première partie. Je trouve que c'est d'une intelligence folle. Ça fonctionne extrêmement bien. Graphiquement, c'est juste superbe. On est dans une espèce de thriller à l'ambiance particulière où on a envie de savoir ce qui se passe. C'est haletant. Et étant donné que la première partie a déjà été chroniquée ici, je ne vais pas revenir en détail dessus. Je vais simplement te dire que, que ce deuxième tome, du moins, est parfait. C'est une suite absolument parfaite à ce premier tome qui était déjà, à mon sens, quasiment sans défaut. Je me répète, mais quelle lecture! J'ai absolument tout aimé, c'est intelligent, intriguant encore une fois, c'est presque fascinant, c'est bluffant, honnêtement, je suis bluffée par cette proposition. Et cette deuxième partie ne fait que conforter le coup de cœur que j'ai pour l'instant, du moins pour cette histoire, quoi. Bon, hein, la lumière, voilà, tu l'as compris, ici on fait avec, mais vraiment, je ne sais pas comment c'est chez toi, mais chez moi on a un nuage, il fait très gris, il fait très blanc, ensuite il y a des éclaircies, on n'y comprend rien, donc c'est pas grave, on va faire avec pour la prochaine lecture qui est Le Serpent d'étoiles de Giono, que moi j'ai dans cette édition de type vieille. Voilà, je ne vais pas le tenir à la main tout le long, mais voilà, c'est une vieille édition illustrée. Et pour une première rencontre avec Giono, c'est une rencontre. Hein. Honnêtement, ça commence à faire un petit moment que je l'ai lu et je ne saurais même pas vraiment te dire de quoi ça parle parce que j'ai un petit peu oublié. Le fond de l'histoire n'est pas ce qui m'a sauté aux yeux, ça n'est pas non plus ce qui m'a marqué. Je me souviens qu'il y ait question d'une espèce de mec qui plaque un peu tout pour partir vivre avec des bergers, pour tenter de se reconnecter à l'essence de la vie, en fait, selon lui, la nature, les animaux. Il finit par assister... Alors, je dis, il finit le rite dont je vais te parler là, c'est une grosse partie de l'histoire. Hein. Il finit par assister, du coup, à une espèce de rite annuel pendant lequel se rejoue une espèce de pièce de théâtre qui honorerait les divinités et du moins des entités marquantes pour le peuple. C'est un peu confus. Honnêtement, ma lecture a été un petit peu confuse. Voilà, on va se dire les choses. Mais il y est question de tradition, de célébration, etc. C'est rempli de métaphores, mais quand je dis rempli de métaphores, c'est que chaque phrase est métaphorique. J'ai d'ailleurs pas toujours tout compris. Très honnêtement, je ne pense même pas que lui-même comprenne réellement les images qu'il envoie, parce que pour moi, il y a des choses qui n'avaient vraiment aucun sens. Enfin, si ce n'est un sens dans la sonorité, dans la proposition des mots, peut-être même plus que des images. Et même sans tout comprendre, eh ben, ça porte. C'est très entraînant en fait dans ce flot. Pour moi, on frôle l'absurdité à plein de moments et pour autant, ça reste très entraînant, je te dis. Et les mots dansent sur une très jolie mélodie. Je n'ai pas tout compris, mais j'ai trouvé ça très beau. Pour moi, c'est un conte métaphorique qui tente un peu de transcender l'humain, de le réunir ou de l'unir dans une sorte de première union à la nature. Je t'ai parlé de mélodie tout à l'heure, mais parce que c'est très dansant et il y a plein de métaphores justement autour de la musique. C'est un texte qui honore les chants en fait. Le chant des montagnes, celui des mers, le chant de ces bergers autour de ce feu pendant ce rite, le chant des arbres et ouais, la puissante vibration de la nature. Voilà. On passe à la dernière lecture. Oula, encore un titre duquel il va être difficile de parler. J'ai lu Jenny la folle d'Inès Cagnati, qui est édité ici chez Folio et qui est traduit de l'italien par je trouve pas, mais je suis quasiment sûre que c'est traduit. Jenny la folle, qu'est-ce que c'est? Je ne sais toujours pas. Je pense que je vais rapidement te lire le résumé parce que ce sera pour moi le plus simple en fait pour tenter de te poser un décor. Marie, la petite bâtarde, parle de sa mère. Sa mère, c'est Jenny la folle. Cette fille de bonne famille qui, rejetée, s'est faite domestique agricole. Sa mère, c'est ce mutisme terrible opposé à tout et à tous, à la méchanceté, à la ladrerie, à l'indifférence. C'est le mystère de cette ombre silencieuse que Marie poursuit de son amour passionné et pathétique, que Marie attend sans fin, le soir, rêvant de l'emmener loin, là où de nouveau elle pourra rire. Il me semble que c'est ce que j'avais écrit dans mon commentaire Goodreads, là. Goodreads.
C'est pour moi une espèce de poésie de la tristesse, une espèce de chant du malheur. C'est un petit texte qui n'a rien de petit, vraiment. Et on a cette petite fille qui court, littéralement qui court, désespérément après la moindre miette de lumière, de bonheur ou d'amour. Je te dis, ça semble assez simple et ce n'en est rien. Enfin, vraiment, c'est bouleversant. Comme texte, honnêtement, c'est bouleversant. C'est presque répétitif, pas presque en fait, c'est rempli de répétitions. Il y a une espèce de martèlement qui résonne, qui fait écho au pas de cette petite fille qui suit sa mère comme ça tout le temps, à son désir, qui la martèle elle aussi, à ce besoin d'amour en fait profond qu'a cet enfant. Et je te dis, c'est vraiment répétitif et on appuie une réalité, la réalité d'une espèce de fatalité qui en fait, de laquelle ces personnages ne peuvent pas échapper. Je trouve que dans cette simplicité, dans cette répétition qui au premier abord peut sembler assez facile, en fait il se dégage une puissance qui est juste folle, qui est très déconcertante et qui est très douloureuse en fait. Et j'ai pleuré. Le retour. J'ai presque pas les mots en fait, tellement ça a été, parce que c'est triste et qu'on a envie de la prendre par la main, cette petite Marie. Je sais pas trop quoi te dire de plus sur ce petit texte. Mais franchement, je suis tombée dessus en boîte à livres. Moi, de moi-même, je ne l'aurais jamais acheté. Et c'est ce que j'adore dans les boîtes à livres, c'est que vraiment je tombe sur des pépites. Et ça en fait partie. C'est un texte qui, je pense, va me marquer longtemps. Et même s'il est très triste, c'est un exercice de style et c'est une proposition qui est excellemment réalisée pour moi, que je suis vraiment ravie d'avoir découverte, même si, tu l'as compris, je garde quand même Enfin voilà, j'ai un pincement au cœur rien que d'y repenser, mais texte très impactant. Sur ces bonnes paroles, pas du tout, j'aurais dû finir avec un truc un peu plus fun, non? J'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère que ça t'a donné envie de découvrir certains de ces textes. Si tu en as lu, n'hésite pas à me le dire, comme d'habitude, tu sais que je te lis avec attention et que j'aime beaucoup qu'on échange sur nos lectures. Merci de m'avoir attendu pendant que j'étais en train de clams. Moi, en tout cas, je reviens très vite pour te parler d'autres lectures et je te fais des bisous. Prends soin de toi.